Bonjour, donc je vais parler de la programmation distribuée par passage de messages. Alors on a vu les bibliothèques de communication comme ZeroMQ ou les sockets vous offrent des interfaces qui sont d'assez bas niveau. Et donc il est difficile pour un programmeur qui n'est pas un informaticien d'arriver à les manipuler. Et pour un informaticien, c'est pénible parce qu'il faut s'occuper de tout. Donc vous avez des bibliothèques de beaucoup plus haut niveau qui vous proposent un paradigme par passage de messages où vous allez simplement décrire quelles sont les données qu'il faut envoyer et à qui il faut les envoyer, avec un nommage simple pour chacun des intervenants. Et pardon, je me suis perdu. Et une utilisation simplifiée, en particulier sur le déploiement. On peut souvent l'utiliser avec d'autres abstractions en simultané, en particulier pour gérer le multithreading ou les accélérateurs, votre carte graphique qui fait des calculs réguliers sur des grands tableaux. C'est complémentaire de ce que fait le passage de message. Donc l'idée du passage de message, c'est un paradigme très simple, hein, on va calculer, chaque machine exécute un code séquentiel. Et dans ce code séquentiel, on a explicitement écrit dedans chaque communication, donc chaque envoi et chaque réception, en disant ce qu'il y avait dans le message et qui était la source ou la destination du message. Donc pour un exemple très simplifié de code, eh ben, j'ai un tableau de 3 entiers qui s'appelle tableau. J'ai un destinataire qui est la machine numéro 3 que j'ai numérotée. Et je fais mon calcul sur le tableau. Et puis j'envoie mon tableau en décrivant le fait que c'est 3 entiers et je l'envoie à destinataire. Sur le destinataire, sur le nœud 3, eh ben, il va falloir que je récupère le message, donc il va falloir que je le range. Donc il faut que je sache que mon message, c'est un tableau de 3 entiers et qu'il va venir d'un émetteur. Euh, qui sera la machine numéro 0. Et donc je vais explicitement écrire, je veux recevoir un tableau de 3 entiers qui vient de la machine numéro 0, qui était l'émetteur précédent. Et puis après, une fois que j'ai reçu mon tableau, je peux continuer mon calcul en utilisant le tableau. Donc j'ai deux machines, elles ont toutes les deux exécuté du code séquentiel qui fait les calculs, mais j'ai rajouté dans ces codes séquentiels explicitement des appels de fonctions qui vont envoyer des données à une autre machine et des appels de fonctions qui vont recevoir des données envoyées par d'autres machines. Donc MPI, c'est un standard qui définit une API pour faire ça. Et ce standard, il est implanté dans à peu près tous les supercalculateurs de la planète. C'est le standard, il n'y en a pas un deuxième, c'est le seul. Pour faire ça. Et vous pouvez très facilement l'utiliser aussi sous Windows ou votre Linux préféré. Donc les MPI couramment utilisés par les humains qui n'ont pas un supercalculateur sous la main, et par un certain nombre de ceux qui ont un supercalculateur sous la main, c'est OpenMPI et MPitch. Donc l'API, elle est émergée des travaux qui sont apparus avec le paradigme du passage de messages dans les années 80. Et puis les gens ont peaufiné les choses pour essayer de corriger un certain nombre de défauts qu'avaient les premières bibliothèques faites par Intel ou par les académies. Donc le standard, lui, est apparu au milieu des années 90. Puis il a évolué doucement et la version numéro 4 du standard est en cours d'évolution. Donc MPI, ce qu'il vous offre, c'est la portabilité. Vous changez de supercalculateur, votre code tourne ailleurs. Et c'est très important parce que les codes numériques utilisés dans les supercalculateurs, c'est des codes avec durée de vie très longue, qui se comptent en décennies. Donc vous ne voulez pas que le code que vous avez écrit maintenant ne puisse pas tourner dans 10 ans. Pourtant, dans 10 ans, vous aurez changé 2 fois de supercalculateur. Mais il faudra que ce supercalculateur puisse encore faire tourner le même code. Donc les programmeurs de ces machines sont en général très très conservateurs. Ils aiment bien les standards. Les standards, ça leur plaît. Parce que les standards, ça vit longtemps. L'autre point, c'est que quand on a acheté un supercalculateur des millions d'euros,
on n'a pas envie qu'il aille plus doucement que le Raspberry Pi qu'on a sur le bureau. Donc il va falloir qu'il exploite au mieux le matériel que vous avez payé très très cher. Il va très très vite, mais si on l'exploite mal, c'est pas top. Donc on va l'exploiter aussi bien que possible et MPI vous permet d'avoir les meilleures performances possibles sur votre matériel. Il fournit aussi de très nombreuses fonctionnalités dont je ne vais pas parler. Donc MPI, l'idée c'est que vous avez des processus et qui vont communiquer par des messages. Donc on est plutôt sur une architecture, une vision en mémoire distribuée. Lorsqu'on veut partager le même nœud, un nœud multicœur par exemple, on va plutôt rajouter des threads dans chacun des programmes MPI qui vont exploiter les multicœurs. Alors il est possible de mettre plusieurs processus MPI sur la même machine en mémoire partagée, et les communications MPI ne passeront pas par le réseau, elles se feront elles aussi en utilisant la mémoire partagée, elles iront beaucoup plus vite. MPI s'en occupe tout seul pour vous. Donc même si vous faites rien, il fera en sorte de bien exploiter aussi bien que possible votre matériel. Bon, bien sûr, maintenant, toutes les machines sont multicœurs, donc on a des choses qui permettent de programmer les aspects calculateurs multicœurs de manière beaucoup plus fine. En particulier, on a des bibliothèques multicœurs pour faire le calcul algébrique, par exemple. Et donc, autant les exploiter. Et MPI vous permet de les exploiter. Il ne va pas planter parce que vous utilisez des threads. Il est fait pour ça. Alors, une autre chose aussi que MPI sait faire, c'est par exemple, il sait travailler avec des processeurs qui sont différents. Par exemple, un processeur ARM 64 bits avec un processeur x86-64. Ça marchera très bien. Il va convertir les données en fonction des besoins de chacun des deux processeurs. Ce qui rend le protocole un peu plus verbeux. C'est pour ça que on va être obligé d'expliquer à MPI, bah oui, ce que j'envoie, c'est un tableau de 3 entiers. On ne peut pas juste envoyer un tableau de X octets en disant ça, c'est juste des octets. Ça ne permettrait pas de faire cette gestion de l'hétérogénéité. Et puis, MPI permet de démarrer des processus, mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, comment on écrit un programme MPI? Eh bien, il faut que ce programme il soit un physicien, un matheux appliqué puisse écrire un programme MPI et le démarrer sur 1 million de machines différentes dans un supercalculateur. Et donc MPI va faire beaucoup de choses et beaucoup de choses sont cachées. Sont cachées derrière la petite fonction MPI init, là qui prend les arguments. Et en fait, les arguments que reçoit votre main décrivent tout un tas de choses liées au lancement de votre application sur les 1 million de machines sur lesquelles vous voulez tourner votre code. Mais une fois que vous avez fait ça, ben c'est facile, j'ai fait MPI init, je fais un printf et je fais MPI finalize et j'ai fait une première application que je vais pouvoir démarrer sur un nombre de machines différentes. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais la compiler avec MPI cc en C et puis après je vais la démarrer. Alors là, du coup, il me faut un lanceur. Et donc MPI, la plupart des bibliothèques vous fournissent un mécanisme de lancement, s'il n'y en a pas un associé au supercalculateur. Par exemple, MPI Run, le nom courant dans MPI-CH et dans OpenMPI. Donc MPI Run-np1000./hello, ça démarre le programme Hello sur 1000 machines. Alors ça peut être 1000 fois la même, si vous n'en avez pas configuré. Si vous avez donné une liste de machines, il va démarrer Hello sur les machines listées en faisant du tourniquet s'il n'y a pas 1000 machines dans votre liste. Si vous n'avez pas d'écrit de machine, eh ben, il va faire du tourniquet sur la vôtre. Et du coup, il y aura 1000 processus. Faites attention, moins NP1000, ça fait beaucoup. Comment on fait pour trouver un processus? Le nommage le plus simple, c'est de les désigner par un entier. Et donc MPI désigne les processus par un entier. Chaque processus a un numéro. Alors il a un numéro dans un groupe qu'on appelle un communicateur en vocabulaire MPI. Et donc le groupe par défaut, c'est MPI comme world, qui sera le groupe des 1000 processus qu'on aura démarré avec le MPI Run. On a des fonctions qui vous permettent de savoir quel est votre numéro et quelle est la taille du groupe. Ça s'appelle MPI comme size et MPI comme rank. Et souvent, c'est les premières choses qu'on appelle juste après le MPI init pour savoir qui on est et on est combien à travailler ensemble.
Donc là, ce petit programme, si je le lance sur 1000 machines, il va faire 1000 printf qui vont me dire bonjour, hello world, euh, avec mon numéro parmi le nombre d'intervenants, et je peux même afficher le numéro, le nom de mon processeur au sens DNS, le nom de ma machine. Par contre, l'affichage, il sera dans le désordre, parce que ça va dépendre de à quelle vitesse ont démarré les différents programmes sur les différentes machines. On peut mesurer le temps écoulé avec des fonctions fournies par MPI, parce que les gens, en général, ont besoin de savoir, pardon, je n'ai pas précisé, la précision du temps est importante, parce qu'on fait du calcul parallèle, en général, pour aller plus vite, et donc les gens ont besoin de vérifier s'ils vont plus vite. Et donc, MPI vous fournit des moyens très très simples de calculer l'écart de temps qui s'est passé entre deux événements de temps réel. Enfin, il y a de nombreuses variantes pour les communications point à point ou collectives dans MPI. C'est ce qui va être l'objet de la prochaine vidéo. Je vais arrêter là pour l'instant.